3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Didet est avec nous, directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Régis Béguet nous accompagne, associé et gérant chez Zadig Asset Management. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Et Alexandre Ezez est également à nos côtés, stratégiste du groupe Richelieu. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bon, je commence avec vous Alexandre, le stratégiste. Vendredi, on parlait déjà dans l'émission, alors c'est l'expression qui a été utilisée par un invité, Raphaël Thuin, je le salue, le moment de ChatGPT de la défense européenne. C'est l'idée de... Alors, pas d'une innovation en l'occurrence, mais l'idée d'un moment de rupture, d'un moment d'accélération peut-être, d'une tendance, d'un éveil ou d'un réveil peut-être de ce secteur de la défense en Europe. Est-ce que c'est une expression que vous reprenez à votre compte aujourd'hui? Est-ce qu'on est en train d'assister peut-être à l'émergence d'une Europe de la défense qui n'a jamais vu le jour jusqu'à présent? Ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois, l'Europe fait des pas de géant quand elle est dos au mur. Et d'une certaine manière, ce qui s'est passé vers vendredi lui a permis de réagir. Ce qui est étonnant, c'est que l'Europe, qui est cet animal lent, réglementaire, etc., enfin, là, peut être capable, effectivement, d'un coup, de faire des annonces fracassantes et d'une certaine manière de faire un énorme pas de côté. Donc, évidemment que c'est un véritable changement. On avait vu à peu près la même chose sur le Covid, c'est-à-dire que tout ce qui était impossible à un moment devient probable, de probable devient potentiellement réalisable et peut se réaliser. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement il y a le Royaume-Uni rentre dans le jeu aussi. On parle plus d'Union européenne, mais maintenant d'Europe, ce qui est quand même un vrai changement, puisqu'il y avait vraiment le Royaume-Uni à côté de l'Union européenne. Et là, on a vraiment l'impression que l'Europe, on va dire historique, se regroupe et devient solidaire avec finalement des véritables changements d'attitude des gouvernements. Donc ça, c'est plutôt un véritable changement de paradigme. La réaction du marché est quand même très forte. Comme vous dites, l'Europe nous a habitués à beaucoup de discours, beaucoup de réunions, de rapports, etc. Là, le marché semble faire crédit quand même sur la base d'autre chose, Alexandre. Il y a déjà une nécessité, parce que là, il y a quand même... on est dans un temps qui est assez pressant. Bon, il semble quand même que tout ça était quand même assez préparé. Enfin, en tout cas, il y avait des plans B ou des plans C. Oui, tout sort pas du chapeau comme ça, du jour au lendemain. Tout ne sort pas du chapeau comme ça. Après, dans les discours, c'est vrai que ça va dans une dynamique à la fois politique avec les élections allemandes, où on a quand même un nouveau chancelier qui est quand même, là, pour le coup, qui change complètement des discours par rapport à Olaf Scholz. Donc là, il y a vraiment un temps, une dynamique, et les marches sont montées à la fois progressivement, mais en tout cas dans la temporalité, c'est plutôt bien. Donc tout est fait pour trouver une solution. Et puis ce qui est assez clair, c'est que, et on en parlera certainement, mais après il y a les discours et puis après il y a la mise en place. Sûr. Mettre 3% du PIB en budget de défense. L'écrire sur un papier, c'est bien. Le faire, c'est peut-être plus compliqué. Voilà. Quoi. Et on l'a fait d'une certaine manière à un moment sur le Covid où il y avait une solidarité. Effectivement, mettre en place de la dette européenne, ça paraît la meilleure chose à faire, mais c'était une période complètement différente. On sortait de crise. La Banque Centrale Européenne achetait des titres d'État encore. Là, on est dans une dynamique complètement différente avec cette crainte d'inflation. Et la vraie question, ça va être de se poser c'est le fait que est-ce que l'inflation va remonter si on met en place un déficit budgétaire supplémentaire. Donc, il pourrait y avoir des limites quand même physiques, j'ai envie de dire, à cette volonté, cette coalition des volontaires sur les questions de dépenses, de réarmement, d'investissement en militaire. Oui, et en fait, on aura quand même besoin des banques centrales et il va falloir qu'elles soient là. Donc, il va falloir gérer quelques points, on va dire, réglementaires au niveau de la Banque centrale, quelques missions. Et ça va être peut-être le point compliqué. Il y a des petites questions d'intendance derrière ce cap et cette vision qui est offerte aujourd'hui sur l'idée d'une Europe de la défense. Régis, qu'est-ce qui ressort pour vous de l'analyse des dernières heures, des derniers jours sur la question notamment de la défense européenne, de l'investissement et des dépenses d'investissement pour l'infrastructure de défense européenne? Oui, alors ce qui est assez spectaculaire dans les performances que vous mentionniez, ou qui étaient mentionnées initialement, il s'agisse de Thales, de Leonardo en Italie, de Rheinmetall en Allemagne, c'est que ces performances spectaculaires d'aujourd'hui, ces hausses de
de 15%, eh bien viennent s'ajouter ou se composer avec des hausses qui ont été absolument faramineuses dans les 3 dernières années, et notamment depuis donc le premier déclenchement de la guerre en Ukraine en mars 2022. On parle de cours de bourse qui ont déjà multiplié par 3, 4, parfois voire 10 pour ce qui concerne Rheinmetall sur les 3 dernières années, et c'est là-dessus qu'on a des hausses de 15% aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est quand même très spectaculaire. Et des PE qui sont effectivement qui n'ont rien à envier à des PE de stars de la tech américaine. Parce qu'on partait de niveaux très bas. On partait de multiples qui étaient souvent inférieurs à 10 fois, voire à 5 fois. Il y avait des entreprises qui avaient des difficultés industrielles. Je pense notamment à Leonardo, qui était quand même dans des complexités industrielles à l'époque, qui ont été bien remises à plat depuis. Et donc, il y a eu d'abord une dynamique de résultats oui, bien sûr. Effectivement, une augmentation des multiples, mais encore une fois, partant de niveaux très très bas. Donc là, on se situe plutôt sur des multiples de PE de 15, 20, 25 fois, donc qui sont élevés pour des grandes valeurs industrielles de ce type, mais qui ne sont pas encore du tout dans les multiples faramineux qu'on a pu connaître dans la tech, pour cause d'ailleurs, parce qu'on n'a quand même pas du tout les mêmes niveaux de croissance. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'innovations technologiques malgré tout, et notamment avec l'apparition des drones, effectivement, qui offrent des perspectives de développement souhaitables ou non, ça se discute d'ailleurs, mais en tout cas considérables, et surtout d'innovation technologique. Ça, c'est un truc que Volodymyr Zelensky est prêt à vendre, entre guillemets. C'est-à-dire le savoir-faire acquis par l'Ukraine à travers ces 3 ans de guerre en matière de drones. C'est ça, et visiblement... Probablement le développement actuel et la combinaison des drones et de l'intelligence artificielle, puisque vous avez cité... la tech. Bon, après... Encore une fois, ça n'est pas que rassurant. C'est-à-dire qu'imaginez un drone tueur doté d'une intelligence artificielle, c'est réjouissant ou pas, hein. Je laisse. Mais en tout état de cause, c'est vrai qu'il y a une dynamique qui se traduit potentiellement par des flux financiers sonnants et trébuchants. Maintenant, côté quand même investissement, moi, personnellement, je n'ai pas très bien compris comment nous allions trouver budgétairement des points de PIB à allouer à la défense, en particulier en France, où on a quand même bien du mal à joindre les deux bouts, et où la question est de savoir non pas si on va être entre 3 et 0% de déficit budgétaire, mais plutôt à 5 ou plutôt à 6, ou plutôt si on va retrouver 50 milliards encore de trous. Alors c'est vrai que l'Allemagne est dans une bien meilleure situation budgétaire, l'Italie aussi d'une certaine manière. Il y a peut-être d'autres pays avant la France qui ont besoin aussi de rattraper un certain nombre d'efforts en matière de dépenses de défense. Absolument. Mais encore une fois... Et il y a l'échelon européen, comme le rappelait Alexandre, qui a permis quand même de subvenir au moins en partie au problème du Covid. Bien sûr. Mais le Covid correspondait à une période est arrivé dans une période où les taux étaient déjà quasiment à zéro, étaient toujours totalement négatifs. On sortait d'une période de sous-inflation de plus de 15 ans. Aujourd'hui, on ressort à peine de l'inflation, hein. Donc je ne suis pas sûr qu'il soit possible de remettre les taux à zéro uniquement dans des perspectives de financement de la défense budgétaire européenne. Tout ça pour dire, je pense que le marché va quand même assez vite en besogne actuellement, et que le chemin sera probablement un peu plus compliqué que ce que le marché valorise aujourd'hui. Aymeric, votre lecture, votre analyse de la situation, et c'est vrai qu'encore une fois, mis bout à bout, tous les événements politiques ou géopolitiques du week-end, partant de l'altercation entre les équipes Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau Oval vendredi, tout, boursièrement en tout cas, profite à l'Europe aujourd'hui. Pour le moment, en tout cas, c'est très clair. Par contre, ça pose pas mal de questions, parce qu'aujourd'hui, on se voit quelque part imposer de la part des États-Unis des obligations budgétaires. Et c'est là où aujourd'hui l'Europe n'a toujours pas cette maturité suffisante pour être capable de prendre ces décisions-là sans y être forcé, être au pied du mur, mis au pied du mur quelque part par les Américains. Donc là, il y a quand même un vrai sujet géopolitique. Deuxième sujet géopolitique, il est aussi pour la France. Parce que la France, aujourd'hui, chaque année, fait passer son déficit abyssal en justifiant auprès de l'Europe, oui, mais nous, on est la défense de l'Europe, on a investi, on a une armée. L'Allemagne a très peu investi ces 30 ou 40 dernières années. Le poids de l'histoire, évidemment, il y est pour quelque chose. Mais la réalité, c'est qu'on risque de perdre aussi un argument très important en France
pour faire passer justifier notre déficit propre. Donc ça peut poser aussi d'énormes problèmes. C'est pour ça que la solution européenne au financement de l'armement en Europe est un vrai gros sujet important. Et Mario Draghi, lui, dans son rapport, disait il va falloir investir, il va falloir des grands plans d'investissement en infrastructure ou autre. Et dans le ou autre, il peut y avoir évidemment la défense qui va être un vrai sujet au niveau européen, ce qui est plutôt une très bonne chose évidemment pour l'Europe. Et de voir en plus que l'Angleterre, les Anglais rejoignent un peu ce consortium aujourd'hui, c'est pas anodin et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que autant il y a de la technologie pas mauvaise en France, les Italiens ont aussi des savoir-faire et puis les Anglais aussi, il faut pas les oublier sur ces sujets-là. Ils ont d'énormes capacités et savoir-faire. Donc c'est pour ça que de voir une sorte d'unité un peu plus européenne, même au sens large, c'est plutôt bien en vue de stabiliser une paix future dans le dossier Ukraine-Russie. Donc c'est plutôt des bonnes choses. Après, en termes de valorisation, évidemment, vu les parcours boursiers qu'on a connus ces derniers mois, trimestres, années, aujourd'hui, on a des valorisations qui sont stratosphériques. Ça va mettre du temps, parce qu'on nous annonce toujours des centaines de milliards. On a très peu d'indications sur la temporalité. Donc mettre un budget, il faut mettre une notion de temps. Parce que dépenser en une année ou en 10 ans, c'est pas tout à fait la même chose en termes budgétaires. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont importantes, qui vont être importantes de regarder sur les prochaines années. Et ça, c'est très directement corrélé aux perspectives qu'on peut avoir pour une Rheinmetall, un Leonardo, un Airbus, etc. On ne justifie pas du tout les mêmes choses que si on a un budget qui va être dépensé pendant les 10 ou 15 prochaines années, là où il doit être dépensé dans les 3 ou 5 prochaines années, auquel cas, ça va nécessiter des investissements massifs immédiats. Il va falloir pouvoir les financer. Donc c'est là où la notion de temporalité va prendre tout son sens et ça va arriver assez vite parce qu'il va vite falloir d'où vient l'argent, quand est-ce qu'il est mis en œuvre et comment on finance tous ces plans d'investissement dans la défense et plus dans l'armement, puisque, attention, on a changé de typologie, on a des terminologies qui ont beaucoup évolué ces dernières années pour refaire passer aussi des budgets au niveau des financements. On était plutôt sur des financements de défense, là où maintenant on recommence à parler de financement d'armement. Attention, ce n'est pas les mêmes méthodes, ce n'est pas les mêmes terminologies aussi dont on commence à reparler de nouveau. On recommence à parler d'armement, là où depuis quelques années on ne parlait que de défense. Donc là aussi ça va être intéressant, c'est un peu tôt, quelque part, pour analyser réellement comment ça va se faire. Mais il y a des petites choses, au moins des petits points d'intention auxquels il faut s'intéresser dès maintenant. Ouais. Donc, positif sur ce secteur, ça c'est sûr, parce que c'est une tendance vraiment importante, vraiment de fond, qui est mise en place, sélectif, mais par contre... voilà, il faut essayer de trouver un peu les points d'entrée, les points de pas aller sur les exagérations comme on connaît aujourd'hui typiquement, plutôt s'alléger sur les exagérations et revenir dès qu'il y a des points d'entrée intéressants sur tous les acteurs européens parce qu'ils vont tous être concernés par ces sujets-là. Ouais. La commande publique, évidemment, est stratégique, cruciale pour le développement d'une industrie de défense et de l'augmentation des capacités d'une industrie de défense, mais l'argent privé peut quand même aider aussi à la construction de cette industrie de défense européenne, Alexandre. Non, évidemment. Ça peut intéresser des investisseurs privés. La réglementation peut permettre à des investisseurs privés d'être plus actifs ou proactifs dans ce genre de thématiques. Sur la réglementation, on va avoir beaucoup de changements, parce que je rappelle que tous les critères effectivement extra-financiers étaient quand même un frein à l'investissement sur la défense et encore de surcroît plus sur l'armement. Et je pense que l'Europe va s'adapter assez rapidement. Juste pour rebondir là-dessus, je pense qu'aussi il ne faut pas négliger les Américains, parce que finalement ce budget, en fait, la stratégie de Trump, elle est assez claire. D'ailleurs, le retrait américain, finalement, la stratégie, c'est de se faire payer. Donc, une partie du budget de la défense ou de l'armement sera attribuée aux Américains. En matériel américain. Et c'est une manière de négocier, et c'est exactement ce que veut Trump. Il veut juste pas défendre gratuitement. On l'a vu effectivement dans la répartition du financement de l'OTAN, dans tout. Et d'une certaine manière, ce qui est annoncé par l'Europe, c'est aussi une manière de pouvoir discuter avec les Américains. Parce qu'il faut aussi des cadences. C'est facile de dire on veut une armée, mais on a des belles entreprises, mais elles ne sont pas capables pour l'instant de mettre en place une cadence accélérée pour satisfaire à ce dont on a besoin. Et évidemment que les Américains sont là, et je pense que dans la stratégie américaine, c'est clairement le point central de rééquilibrage de l'Europe et des États-Unis. Bon.
Mais c'est un lien qui reste quand même dominant entre l'Europe et les États-Unis, parce qu'on sort de ce week-end, on ne sait plus trop si l'Occident existe encore, etc. Mais vous dites, oui, il y a quand même cette relation-là, elle ne va pas disparaître, et elle peut même se rééquilibrer entre les États-Unis et l'Union européenne. C'est la demande de Trump. Ouais. En fait, on est quand même dans la négociation là, et on sait comment Trump négocie. Il a toujours négocié comme ça. Il tape extrêmement fort. Après il négocie. Donc on est clairement dans un schéma Donald Trump assez classique. Et finalement, l'Europe répond aux desiderata de Donald Trump sur la volonté de rééquilibrer déjà le commerce extérieur, mais aussi ce qui est impacté par les États-Unis en Europe. Est-ce que tout ça peut aller dans le sens d'une meilleure relation transatlantique dans le monde de Trump, Régis ? Je ne suis pas sûr que l'altercation de vendredi soir, pour le coup, ait été calculée, ait été prévue, ni par les uns ni par les autres. Enfin, chacun y va de Chacun a son petit avis sur la question. On est d'accord. Moi, j'ai pas d'avis. Mais la vôtre est pas moins que les autres. Ça me paraissait relativement naturel, ou alors ils jouent tous assez bien. C'est possible, c'est tout à fait possible aussi. Ce qui est sûr, c'est que on peut voir le verre à moitié plein, qui est l'augmentation nécessaire des dépenses de défense européennes. On peut aussi voir le verre à moitié vide, c'est-à-dire que globalement, les États-Unis, comme vous l'avez dit, veulent réduire leurs dépenses militaires en Europe. Les valeurs que nous avons mentionnées, citées, font une très grande partie de leur business aux États-Unis aussi. Donc ce ne sera pas du 1 plus 1 égale 2 égale 3, ce sera peut-être du 1 plus 1 égale 1,5 en réalité, parce que ce qui sera rajouté d'un côté sera peut-être partiellement enlevé de l'autre aussi. C'est là aussi où il faut relativiser quand même l'enthousiasme sur la question. Est-ce que cette question, alors ce qu'on appelle la quête de souveraineté européenne, qui est aujourd'hui très concentrée sur les questions de défense, d'armement militaire, parce que le temps presse, comme disait Alexandre Azzette, est-ce que c'est aussi une thématique qui va au-delà des simples questions de défense ? Est-ce que le regain ou la reconquête de la souveraineté européenne, c'est quelque chose qui concerne et qui va concerner demain d'autres industries ? Alors il y a eu une annonce un peu concomitante aujourd'hui, qui n'est pas directement liée, mais qui a fait monter le secteur de l'automobile notamment, qui a été une annonce par l'Union européenne, que la réglementation CO2 de 2025 allait être non pas allégée, mais modifiée dans sa temporalité, c'est-à-dire qu'au lieu que les constructeurs soient obligés d'atteindre les 95 grammes au kilomètre dans l'année 2025 en moyenne sur leur flotte, ce sera très probablement étalé sur 4 ans, ce qui laisse aux constructeurs automobiles une certaine flexibilité par rapport à la faiblesse de la demande électrique, parce que pour atteindre cet objectif-là, en gros, une voiture électrique est considérée comme 0 g de CO2, même si c'est pas vrai, et une voiture thermique, 120 g de CO2. Donc en gros, il faut vendre une voiture électrique pour 3... Voilà, c'est ça, à peu près 20, d'accord, ok. De voitures électriques. Or, l'état du marché aujourd'hui en Europe, c'est 15%. Oui. Et donc le risque potentiel d'amende sur l'ensemble des constructeurs automobiles européens était de 15 milliards d'euros. Et toujours de 15 milliards d'euros, avec une alternative possible, ou brader les voitures électriques pour faire plus de volume, ou autre alternative, acheter des crédits plus fun, acheter des crédits à BYD ou à Tesla. Et donc, bon, c'est peut-être le hasard que l'annonce ait été faite aujourd'hui, parce qu'on l'attendait pour début mars, mais en tout cas, quand on est capable d'arrêter quand même le truc avant que ça devienne n'importe quoi. Voilà. Après, il y a effectivement le secteur de la pharmacie qui est en forte hausse aujourd'hui, en tout cas certaines valeurs. Je ne pense pas qu'il y ait de lien direct, de lecture directe à faire, dans la mesure où la pharmacie globalement fait entre 30 et 50% de ses résultats aux États-Unis, et ce sont bien les États-Unis qui sont le grand driver de la profitabilité dans la pharmacie. Ensuite, il y a l'Asie et ensuite vient l'Europe. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une lecture particulière à faire sur la pharmacie, mais peut-être que dans l'enthousiasme général, la pharmacie est emportée comme le reste par la hausse. Justement, parlons de cette hausse des actions européennes qui emporte un peu tout là depuis le début de l'année, depuis quelques semaines maintenant. Aymeric, comment vous regardez ce trade ? Est-ce que c'est
plus qu'un trade? Est-ce que ça peut être une tendance qu'on a envie d'accompagner à travers 2025 et sur quelle base d'ailleurs est-ce que les actions européennes montent aujourd'hui? Est-ce que les résultats sont en soutien? Est-ce que c'est uniquement une revalorisation du marché action européen? Alors nous, on le voit surtout comme une revalorisation. En fait, on avait un tel déficit de valorisation aujourd'hui de l'Europe par rapport aux États-Unis que c'est un élastique, il y a un balancier. Au bout d'un moment, ça repart dans l'autre sens, ça se détend et on est un peu dans ce cas-là. En plus, ça arrive à un moment où DeepSeek est venu chambouler toute l'histoire tech US. Remettre du risque, remettre un peu de risque dans l'IA, quoi. Ouais. Exactement. Donc du coup, ça arrive quand il y a un gros stress sur la croissance ou sur l'hypercroissance aux États-Unis. Vous avez toujours la value européenne qui vient en soutien et qui repart à la hausse. On le voit avec les Veolia, tous les titres, les Engie, tous ces titres. La chimie monte. Qui avaient besoin de revalorisation. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a cette espèce d'effet de balancier qui repart dans l'autre sens. Alors, est-ce que le balancier va pouvoir se poursuivre et repartir quelque part dans une tendance un peu comme ce qui est en train de se passer aux États-Unis, où vous avez l'hypertech qui continue de baisser, mais tout le reste de la cote aussi, qui repart aussi un tout petit peu à la hausse. Ouais. Parce que quand on regarde la décomposition de la valorisation des indices aux États-Unis, si vous enlevez ces valeurs d'hypertech, d'hypercroissance, vous n'étiez pas plus loin que la moyenne historique des valorisations aux États-Unis. Donc on n'est pas non plus extrêmement cher aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il y a un potentiel de poursuite de cette tendance. Donc c'est un peu de rattrapage, mais on sent qu'il y a quand même une petite dynamique un tout petit peu meilleure sur les actifs européens. Ouais. Alors, le vrai signe, ça sera si on voit les small caps européennes repartir à la hausse, auquel cas on pourra se dire... OK, là, il y a quelque chose. Alors, il y a quand même Là, ça veut dire qu'on serait prêt à aller au bout de la prise de risque sur l'Europe, quoi. Une vraie prise de risque, une vraie réallocation des actifs pour des actifs risqués en Europe, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, pour le moment, on est encore uniquement dans le début de revalorisation des multiples, parce qu'on était à des niveaux extrêmement faibles, mais on n'est pas encore dans la vraie tendance qui nous emmène beaucoup plus loin, parce qu'il faut avoir de la confiance. En ce moment, on n'en est pas encore à avoir une hyper confiance dans l'économie européenne, dans la croissance européenne. On a quand même des petites choses qui sont pas mal. C'est la baisse de l'inflation qui est finalement pas si mauvaise que ça. Ça se confirme encore sur les chiffres publiés ce matin. Oui, ça va peut-être moins vite que ce qu'on imaginait, mais ça continue de baisser, quoi. Exactement, ce qui va pouvoir pousser les banquiers centraux à peut-être agir. Donc, l'inflation dans les services baisse en zone euro. Hein. Je crois qu'on est à 3,7 dans les services sur un an. Là, sur la marque publiée ce matin pour le mois de février, c'est le chiffre le plus bas qu'on ait vu depuis crise Covid, quoi. Exactement. Donc, encore une fois, c'est plutôt des choses positives et des soutiens assez forts. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui justifie en tout cas d'avoir une meilleure valorisation des actifs européens. On a quelques secteurs qui se distinguent. On voit le secteur des financières aussi reprendre de l'intérêt. Donc depuis le début de l'année. Oui, pour ceux qui n'avaient pas vu l'intérêt de ce secteur les années précédentes, parce que ça fait 3 ou 4 ans que les financières surperforment en Europe. Hein. Tout à fait. Mais là, on a un peu plus de M&A, notamment en Italie ou en Allemagne. On sent qu'il y a une volonté d'aller de l'avant. Peut-être qu'un jour en France, on se posera enfin la question de nos multitudes de banques qui ne sont presque n'ont plus de sens d'en avoir autant coté avec des tailles aussi importantes. Donc on voit les gestions d'actifs sont tous en train de se rapprocher. Il y a un moment où il va falloir que peut-être les pouvoirs publics aident un tout petit peu à ce que des décisions soient prises. Donc c'est un secteur... On n'a pas les banques les plus fragiles d'Europe. Donc elles sont presque trop bien, nos banques. Donc au final, on ne les valorise pas parce qu'elles ont des bilans trop sains. Merci la réglementation au passage. Mais encore une fois, il y aurait mieux à faire avec une concentration plus importante. Donc c'est pour ça que ce secteur continue d'être favorisé. Tant mieux, et a encore un potentiel parce qu'on est vraiment à des niveaux qui sont encore ça a beaucoup monté, mais c'est pas cher. C'est toujours pas cher. Encore pas cher. Oui. Donc les résultats ont été au rendez-vous de ce point de vue-là. Exactement. Donc on peut encore avoir du potentiel de revalorisation sur ces secteurs-là. C'est pour ça que repondérer de l'hypertech US par un peu de value européenne, il faut l'appeler comme on l'est. Souvent, il faut le rester sur des temps relativement faible. L'histoire nous a prouvé que la value ne surperformait pas sur le long terme les valeurs de croissance. Donc, de temps en temps, il y a des timings. Il faut essayer de les prendre, il faut essayer d'en profiter parce que les valorisations peuvent être importantes pour les comptes. Et puis après, il faudra repasser sur la croissance américaine parce que, quoi qu'on en dise, elle restera plus forte là-bas. Elle restera plus forte là-bas sur le moyen à long terme. Donc voilà, c'est juste de l'arbitrage et de l'allocation d'actifs. Bon,
La croissance américaine, effectivement, elle a été beaucoup plus forte sur le cycle passé. Néanmoins, il y a au moins des questions de court terme sur la conjoncture américaine, Alexandre. Série d'enquêtes essentiellement. On n'a pas encore chiffres durs vraiment qui font mal. Il y a eu les ventes au détail. Il y a les indicateurs de PIB instantanés, effectivement, qui ont beaucoup baissé là en quelques jours avec un niveau d'importation qui a été très fort aux États-Unis au cours du mois de janvier. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un ralentissement conjoncturel plus rapide et plus prononcé que ce qu'on pouvait craindre aux États-Unis ? Pour l'instant, il n'y a pas une dégradation franche de l'emploi. Et c'est quand même le nerf de la guerre. Quand on voit les surprises économiques, elles sont vraiment en faveur de l'Europe par rapport aux États-Unis, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à mi-décembre. On avait des surprises économiques qui étaient très fortes aux États-Unis, avec un espèce d'engouement des chefs d'entreprise. On avait tous les questionnaires, les sondages sur les chefs d'entreprise après l'élection de Trump qui étaient au plus haut. Après, il y a un effet rattrapage, parce qu'évidemment, le phénomène de l'élastique, il y avait tellement de confiance que ça revient, et donc en différentiel, c'est assez fort. Et puis, il y a un temps où toutes les mesures mises en place par Trump se verront pas avant le deuxième semestre de cette année. Les baisses d'impôts, tout ça, de toute façon, c'est pas du tout pour l'instant dans l'économie. Donc, on risque d'avoir un petit trou d'air, en tout cas, une défiance vis-à-vis des États-Unis. Et puis, à côté, il y avait l'Europe qui était vraiment très très mal en mi-novembre, et puis quand on regardait la liste, tout était plutôt au noir. Et là, il y a, encore une fois, on en a parlé, une dynamique qui fait qu'il y a un peu plus de positivité. Et même quand on discute avec certains gérants américains, depuis le début de l'année, ils commencent à remettre de l'Europe alors qu'ils n'en avaient plus du tout. Parce que je rappelle quand même qu'il y a une chance aussi pour l'Europe, c'était quand même l'euro aussi. Pour les entreprises, c'est assez formidable. Et dans les résultats du 4e trimestre, on a plutôt alors, les bancaires ont fait le gros du taf, mais on a plutôt des revalorisations, en tout cas, sur les résultats. Donc, tout d'un coup, le levier s'est retourné et on a plus de visibilité à court terme pour l'Europe. Combien de temps ça va durer ? En tout cas, le timing, si demain, effectivement, l'inflation, ce qui n'est pas notre scénario, remontait, ça serait catastrophique pour l'Europe. Là, ce que l'on voit, il y a quand même une réserve de désinflation en Europe qui est assez conséquente, notamment sur les salaires. On a vu le dernier rapport de la Banque centrale européenne qui montre que dans ces indicateurs avancés, on va avoir une décélération des salaires. Donc c'est le gros, notamment dans l'inflation des services. Et donc on a une visibilité assez bonne. Et normalement, dans le timing, ce qui va être assez intéressant, c'est que finalement la BCE a terminé ses baisses de taux en juillet, pour être à peu près à 2, en tout cas pendant le scénario. Et c'est là où la Banque centrale américaine devrait potentiellement les reprendre à un moment. Donc il y a un timing qui va être assez intéressant sur l'euro-dollar notamment, mais on a une complémentarité des banques centrales qui, une fois que la BCE aura terminé, la Fed pourra peut-être reprendre ses baisses de taux. À ce stade, vous ne voyez pas la BCE aller franchement en zone d'accommodation ? L'objectif, ça reste un taux neutre, un peu consensuel, autour de 2%, mais il n'y a pas de nécessité à ce stade d'imaginer la BCE basculer à, je sais pas, 1,5, pourquoi pas en dessous. Il y a des forces de rappel énormes. On a vu encore Isabelle Schneibel faire un discours assez fort. Et puis on sait que la croissance avec les Allemands, en tout cas, donc on ne voit pas comment on pourrait non plus être un peu contre l'esprit allemand. Puis il faut être prudent, c'est-à-dire que l'inflation, on en parlait tout à l'heure, on est en désinflation, mais l'inflation est encore trop haute. Je veux dire, il faut que la Banque centrale reste crédible pour... Tout est fait, d'une certaine manière un peu comme les États-Unis, pour ne pas avoir à remonter les taux. Donc plutôt essayer d'être un peu en retard, quitte à casser un peu, mais surtout ne pas revoir des inflations au-dessus de 3%, parce que là, ça refaire de U-turn, de pivot dans le pivot, etc. L'économie est tellement fragile. Ce qu'on a vu, c'est que chez Christine Lagarde, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un changement de discours, on pense plutôt croissance qu'inflation. Là, il y a un vrai changement. Après, autant pour la semaine prochaine, la baisse sera certainement unanime. Pour les autres baisses, les discussions vont être un peu plus... Nouvelle discussion qui commence à partir de cette semaine pour la BCE, enfin à partir des prochains meetings. Mais finalement, à la Fed, c'est exactement pareil. Ça permet de tester le marché. Vous avez les faucons d'un côté. Enfin, ça va être intéressant. Et de voir comment en tout cas, comment les discours vont se mettre en place.
Régis, sur la question des tarifs et notamment du point de vue européen et des actions européennes, c'est votre univers d'expertise. C'est intégré un peu, beaucoup, pas du tout. Est-ce que le marché croit à l'idée que l'Europe va se prendre 25% parce que Trump n'aime pas l'Europe et qu'il aime beaucoup le chiffre de 25%? Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Ou est-ce que... Non mais si. Alors, ou est-ce que le marché est un peu plus dubitatif que ça? D'abord, c'est en partie intégré parce que les valeurs d'équipementiers automobiles, bon, qui ont par ailleurs plein d'autres difficultés, mais les valeurs du luxe, les valeurs des spiritueux, etc., sont des valeurs qui ont quand même globalement pas mal sous-performé depuis plusieurs mois. Parce qu'elles avaient des problèmes endogènes, de marché, mais aussi parce qu'il y avait cette perspective de tarifs qui a fait une prime de risque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les tarifs, c'est extrêmement compliqué. On peut annoncer un chiffre de 25%. 25% de quoi? De quel contenu? Quand vous importez du Mexique une automobile qui est assemblée au Mexique, vous pouvez avoir des importations de composants qui viennent de Chine, d'autres qui viennent d'Europe, d'autres qui vont directement aux États-Unis, et puis finalement la fin de l'assemblage se fait aux États-Unis, etc. Donc quand on parle de 25%, on ne sait pas très bien de 25% sur quoi. Une pièce peut traverser 12 fois la frontière entre les États-Unis et le Mexique avant d'être dans une auto finalisée, assemblée, etc. Exactement. Donc ce sont quand même des chiffres qui sont sortis du chapeau, qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Troisième point très important, ce qui compte pour les producteurs, qu'ils soient européens ou mexicains, c'est leur niveau de compétitivité relative. C'est-à-dire, est-ce que je réimporte plus aux États-Unis que mes concurrents ou pas? Si je réimporte moins aux États-Unis que mes concurrents, finalement, plus il y a de tarifs et mieux c'est pour moi, parce que je produis relativement aux autres plus aux États-Unis. Le cas par exemple de la filiale de Continental Contitech dans le domaine du plastique, produisent plus sur le territoire américain que les concurrents. Donc ils ont un avantage concurrentiel par rapport au marché. Si vous prenez l'industrie cimentière en Europe, c'est une industrie qui produit aux États-Unis du ciment pour les États-Unis. Par conséquent, s'il y a des barrières sur le ciment, c'est favorable aux équipementiers, aux cimentiers, y compris les cimentiers européens, puisqu'ils ont des usines aux États-Unis. Et enfin, encore deux derniers points, il y a un effet de devise souvent qui peut compenser, et le dollar s'est quand même plutôt renforcé depuis l'élection de Trump, donc déjà on a un petit avantage compétitif peut-être de 4-5% par rapport à ces 25%, on en a déjà regagné. Oui, on a absorbé déjà une partie. Une partie. Et dernier point, est-ce que le consommateur américain, en bout de chaîne, va être content d'accepter 5, 10, 15, 20% d'augmentation de prix sur les produits qu'il aime et qu'il souhaite acheter? Ça, c'est une autre question qui est une question politique qui sera la question des élus américains à un moment donné pour maintenir ces tarifs. Voilà. La question est de savoir quels sont les objectifs qui sont poursuivis par Trump à un instant T. Est-ce que c'est l'objectif politique? Est-ce que c'est l'objectif économique? Ou est-ce qu'il veut parler on verra demain sur le Canada et le Mexique. Encore une fois, Howard Lutnick ce week-end a tenu à modérer un peu le propos de Trump en disant il n'a pas encore décidé sur le niveau des tarifs. Ça se met et puis ça s'enlève aussi vite que ça s'est mis. Donc les allers-retours peuvent être assez fréquents. Oui, donc le marché n'est pas complètement... Non, on n'est pas dans une... je pense qu'il y a un niveau d'inquiétude qui n'est pas absolument colossal sur cette affaire de tarifs. Ouais. Bon, sur ces questions de tarifs, Aymeric, oui... On a l'impression que le marché laisse... comment dire, je ne sais pas comment dire, mais les rodomontades de Trump, le marché s'y est un peu habitué et attend de voir sur le papier comment ça se passe. C'est vrai que les premiers exemples, il y avait eu... C'est la Colombie? Oui, Colombie. Colombie, Canada et Mexique, où tout a été retiré très très vite en 24 heures, sans qu'il y ait eu de deal non plus délirant entre les États-Unis et ces pays-là. Exactement, c'est des effets d'annonce avec beaucoup de volatilité au moment de l'annonce, mais à chaque fois, c'est comme dans tout jeu politique, il y a l'effet d'annonce, et puis après, il y a la perte de crédibilité des annonces suivantes, où on tape très fort. C'est vraiment la méthode Trump qui nous a habitués à avoir pendant le mandat numéro 1. Et puis derrière, il y a le deuxième rideau de Trump qui arrive pour négocier et pour faire le travail. C'est-à-dire qu'il y a le commercial, entre guillemets, qui vient avec son idée magique, brillante, et qui l'expose, qui du coup tape très fort sur la table. Puis derrière, il y a tous ceux qui doivent travailler, qui arrivent et qui disent, bon, on va quand même pas casser toute l'entreprise pour une idée qui est sortie du chapeau. Mais par contre, il y a une volonté politique
de rééquilibrer. Et ça, Trump sait parfaitement l'incarner. Et quand on regarde finalement, au final, ce que ça a donné pendant le mandat numéro 1 et les effets que ça a eu sur l'économie américaine, force est de constater que la réindustrialisation de l'Amérique, elle a eu lieu, l'indépendance énergétique des États-Unis, elle a eu lieu, et au final, la croissance l'énergie, elle est là. Donc en fait, à force de taper, il fait quand même entendre très fortement son point de vue, et ça a des effets quand même à moyen long terme. On a un petit peu de recul maintenant pour voir que ça a été produit d'effet. Alors c'est arrivé évidemment dans un cycle économique plutôt de croissance, mais au final, sa volonté politique a été quand même suivie de quelques effets qu'on perçoit aujourd'hui dans l'économie américaine. Alors est-ce que le particulier américain peut le subir ad vitam aeternam ? Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'épargne aux États-Unis. Oui. Donc, il est très sensible quand même à la question de l'inflation, le consommateur américain. Il est très faible, donc c'est pour ça que la sensibilité va être encore plus forte aujourd'hui à ces sujets d'inflation. Donc c'est facile quand vous avez 10, 15 en Europe ou en France, on a 16% de taux d'épargne. Donc on peut finalement avoir réajusté par rapport à ces dépenses assez facilement, arbitrer plus facilement. Aux États-Unis, ça ne va pas être pareil. Non, si on lui taxe son avocat mexicain avec 25% ou son pétrole canadien à 25%, ça peut se voir très très vite dans l'assiette ou à la pompe. C'est pour ça que les effets peuvent être plus importants cette fois-ci, et plus on avance dans le temps, moins il y a d'épargne, plus les effets vont être tout de suite répercutés. C'est pour ça que Jérôme Powell est très attentif à ces sujets-là. Un mot de la Chine pour finir, parce que là aussi, dans tous les événements qui nous attendent dans les prochains jours, il y a des choses qui vont se passer en Chine, avec la grande réunion des plusieurs milliers de parlementaires chinois. C'est le congrès national de l'Assemblée populaire chinoise qui se tient cette semaine. Alexandre, je ne sais pas s'il y a des annonces particulières attendues, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Parce que là, pour le coup, visiblement, Canada-Mexique, on attendra de voir, mais demain, il y aura bien 10% de tarifs supplémentaires sur la Chine qui s'ajouteront aux 10% déjà annoncés au début du mandat de Donald Trump. Quelle est la situation de la Chine et quelles sont les options peut-être du pouvoir chinois aujourd'hui ? Pour le coup, il me semble qu'il y a un peu plus de dialogue à attendre entre la Chine et les États-Unis, avec effectivement une Chine qui, alors, on l'espère, enfin aura cette volonté de mettre en place une consommation un peu plus pérenne à l'intérieur de son pays. La seule chose, c'est que on est en crise immobilière depuis un certain temps, il faut relancer la croissance. Finalement, ce qu'a choisi d'une certaine manière ce qu'ont choisi les autorités chinoises, c'est de refaire monter le marché action pour créer un effet richesse sans que ça soit sur l'immobilier. C'est pour schématiser. Et donc, pour l'instant, c'est en passe d'être un peu gagné, parce que quand on voit les chiffres en interne, c'est plutôt mieux. La consommation, la confiance revient. Il ne faudra pas que le marché chinois rebaisse, parce que là, ça serait un coup d'épée dans l'eau. Mais clairement, on a une banque centrale qui veut simplifier ses mécanismes sur les taux et finalement ressembler plus à l'autre banque centrale, parce que c'était quand même pas lisible. Il y avait 3, 4, 10 taux. À chaque fois, c'était du money management incompréhensible pour la plupart. Donc là, simplifier, avoir une politique beaucoup plus conventionnelle en tout cas, et ça c'est plutôt de nature à rassurer. Après, évidemment, les tarifs vont se mettre en place. On a quand même l'impression qu'à la fois, en tout cas au niveau des tarifs douaniers, on n'est pas dans une situation comme en 2019 qui était extrêmement tendue, il me semble, et là c'est plutôt attendu. La Chine s'est quand même plutôt préparée. Bon, déjà en termes de commerce, d'échange, elle a largement diminué, et ça fait plus souffrir le Mexique d'une certaine manière, elle. Donc elle est plus préparée, au dialogue, et en même temps il y a quand même, alors ça c'est une anecdote, mais un Elon Musk qui est très très implanté en Chine. Non, mais ça va pas très bien pour Tesla en Chine. Ça va pas très bien pour Tesla en Chine, avec un État qui est très conciliant pour Elon Musk, notamment dans tous les procès que Elon Musk peut avoir avec certains clients, etc. Donc il y a quand même un intérêt tout particulier de quelqu'un de spécifique. Il y a un asset à préserver en Chine qui s'appelle Tesla et Elon Musk. Voilà. Et donc, en tout cas, les négociations vont être peut-être un peu plus simples qu'avec certains autres pays.
Merci beaucoup, messieurs, pour votre éclairage au démarrage de cette semaine qui sera chargée, hein, je le disais. On verra ce qu'il en est des tarifs douaniers promis demain par Donald Trump, la Banque Centrale Européenne, le Congrès de l'Assemblée nationale chinoise et puis, bien sûr, les statistiques de l'emploi américain qui émailleront toute cette semaine jusqu'au rapport de vendredi. Régis Béguet est avec nous, associé gérant chez Zadig Asset Management, Alexandre Ezès, stratégiste du groupe Richelieu et Aymeric Didet, directeur de la gestion de Pergame.